Bonsoir à tous et merci d'être venus assister à cette conférence malgré les complications que ça engendre avec les inscriptions, les masques, etc. Je suis vraiment touchée qu'il y ait un public aussi large et je remercie tous mes amis qui sont là dans la salle et tous ceux que je ne connais pas et qui sont venus. Ce soir, je vais donner une conférence qui va concerner les interactions entre le microbiote intestinal et le cerveau. C'est une conférence que je donne dans le cadre de la Fête de la Science, qui est toute cette semaine. Et également, c'est une conférence que je donne dans le cadre de Science pour tous. C'est une association dont je suis membre, qui contient plus de, maintenant, des presque 100 scientifiques. Et on donne environ 100 conférences grand public par an. Et on essaye de toucher un public le plus large possible. On va dans les villages, on va dans les médiathèques, on va dans les prisons même, et dans les écoles parfois. Et on essaye donc de faire connaître un petit peu au public les découvertes récentes qu'on obtient dans nos laboratoires. Et c'est bénévole, on fait ça bénévolement. Voilà. Donc ce soir, je vais vous parler des interactions entre le microbiote intestinal et cerveau. Donc je vais traiter de plusieurs sujets, je vais faire une petite introduction, une historique, vous parler un petit peu des méthodes d'études qu'on peut utiliser pour étudier le microbiote intestinal. On va parler ensuite des fonctions du microbiote intestinal dans l'organisme, des facteurs qui l'influencent, et puis on étudiera les effets des antibiotiques, des prébiotiques, des probiotiques et des transplantations fécales. Et puis on essaiera de voir quels sont les liens qui sont connus entre le microbiote intestinal et pathologie du cerveau. On parlera également des interactions entre l'hôte et le microbiote, et puis on essaiera de conclure. Si jamais vous avez des questions urgentes pendant la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, j'essaierai d'y répondre. Je voudrais préciser que je ne suis pas une spécialiste du microbiote. Je n'ai jamais travaillé dans mon laboratoire au niveau de mes recherches sur le microbiote intestinal. Mais je m'y suis intéressée parce que j'ai une recherche de plus en plus large. Je commençais par m'intéresser au cerveau, je suis électrophysiologiste au départ, donc j'enregistrais l'activité électrique des neurones du cerveau. Et puis après, je me suis intéressée aux interactions entre le système nerveux et le système endocrine, donc les hormones. Et puis j'ai élargi au système immunitaire pour regarder ce qu'on appelle maintenant la psycho-neuro-immuno-endocrinologie, donc un aspect plus global du corps humain, plus holistique. Et récemment, j'ai découvert l'importance de ce microbiote intestinal qui fait partie de notre environnement à l'intérieur du corps, c'est notre environnement. Et comme depuis quelques années, je travaillais sur l'environnement et les interactions entre le système nerveux, immunitaire et l'environnement, je me suis dit c'est partie de notre environnement, c'est dans notre corps. Et donc, il faut absolument s'intéresser à ce microbiote. Donc, par curiosité, j'ai fait des recherches de littérature. Et j'ai eu envie de partager ce que j'ai lu et ce que j'ai appris avec le public. Voilà. Donc, pour commencer, il faut que vous sachiez qu'on vit vraiment dans un monde microbien. Dans notre corps, si on considère l'enveloppe de notre corps, on a pour une cellule humaine 1,3 à 10 cellules microbiennes dans notre organisme. Donc il y a plus de microbes dans notre organisme que de cellules avec votre ADN, de cellules proches de votre corps. Alors, on peut aussi regarder au niveau des gènes. Dans notre organisme, on a environ 20 000 gènes différents. Et pour le microbiote, il y a 20 millions de gènes différents si on considère toutes les espèces différentes de bactéries, de microbes que vous avez dans votre corps. Alors, on a plusieurs types de microbiotes. On a un microbiote intestinal, donc c'est celui dont je vais parler surtout aujourd'hui, qui contient plus de 8000 espèces différentes. Et maintenant, on est capable de catégoriser ces espèces en grandes classes. Donc ici, on vous a représenté un camembert avec différents types de classes de microbes. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde le microbiote que vous avez sur la peau, ben, ce n'est pas le même. La répartition des espèces de microbes n'est pas la même. Il y a beaucoup moins de rouge, là, par exemple, sur la peau qu'au niveau de l'intestin. Donc, au niveau du microbiote cutané, il y a seulement 600-700 espèces. Il y a moins d'espèces que dans l'intestin. Il y en a quand même. Le rouge correspond à quoi? Alors, j'arrive pas à lire, mais c'est un type de bactérie
peut-être que j'arriverai à le dire. Ces différents types de bactéries, c'est des grandes classes de bactéries. On verra un peu plus en détail tout à l'heure. Donc c'est juste pour montrer que la répartition des bactéries n'est pas la même d'un type de microbiote à l'autre. Et on a également un microbiote différent au niveau nasal, par exemple. Il y a environ 600 espèces dans le nez. Vous en avez également dans la bouche, plein de microbes, pour vos dents, sur la langue, etc. Vous avez également un microbiote au niveau des seins pour les femmes et du vagin également. 200 espèces environ. Et ces microbiotes sont tous importants pour votre physiologie. Donc aujourd'hui, je vais surtout parler de microbiote intestinal. Donc pour vous donner une idée, le poids de bactéries que vous avez dans l'intestin, c'est environ 1 à 2 kg. Donc c'est quand même lourd. Et 95% de notre microbiote est localisé dans l'intestin. C'est vraiment le plus abondant. La surface du tractus intestinal est très grande, et donc ces microbes vont être répartis tout au long de votre intestin. Juste pour vous rappeler, les bactéries, c'est des petites cellules qui sont plus petites que les cellules humaines. Elles font 0,5 à 5 micromètres de longueur. Mais il y en a plus du coup que de cellules humaines dans notre corps. On a dit c'est un rapport 10-1, donc c'est discutable selon les publications, mais entre 2 et 10 fois plus. Et si on mettait bout à bout toutes les bactéries de notre corps, on pourrait faire 2 fois et demi le tour de la Terre. C'est vous dire qu'il y en a beaucoup. Et donc ces bactéries, elles se répartissent tout le long de votre tractus digestif. Il y en a beaucoup plus vers la fin, elles se concentrent vers la fin. Vous voyez qu'il y en a un peu dans l'estomac, un peu plus dans le duodénum, plus encore dans le jéjunum. Et il y en a beaucoup dans le côlon. Et on en retrouve dans les fesses, environ 30% du volume de vos fesses, c'est des bactéries. Le reste, c'est de l'eau et le reste, c'est des déchets. Mais il faut savoir que voilà, vous éliminez beaucoup de bactéries quand vous allez aux toilettes. Alors historiquement, c'est vrai qu'on s'est intéressé ces 10 dernières années énormément au microbiote intestinal, mais il y avait déjà des études qui existaient depuis le 19e siècle. Il y a l'expérience de William Beaumont en 1822 où il avait un soldat qui avait reçu une balle dans le ventre et il y avait un trou qui était resté au niveau de l'intestin, une fistule. Et donc il avait la possibilité d'accéder directement au contenu de l'intestin. Il pouvait prélever des sucs de cet intestin et comparer quand il mettait un morceau de viande soit dans de l'eau, soit dans le liquide qu'il avait prélevé de l'intestin, voir ce qui se passait. Et en fait, il constatait qu'au bout de plusieurs heures, la viande qui était dans le liquide intestinal était digérée, elle disparaissait, alors que la viande qui était contenue dans l'eau, à la même température, on n'était pas digérée. D'où l'idée qu'il y avait dans l'intestin des sucres ou des organismes qui permettaient la digestion de la viande. Un peu plus tard, Claude Bernard a évoqué les possibilités qu'il y ait des relations entre cerveau et intestin. On va le voir, il y a des nerfs qui vont innerver l'intestin, permettre à l'intestin de bouger, de péristaltisme, etc. Et Pasteur, en 1862, découvre le rôle des micro-organismes dans la fermentation, et donc on commence à savoir qu'il y a des micro-organismes dans l'intestin qui interviennent dans la digestion. Un peu plus tard, au début du XXe siècle, Elie Metchnikoff décrit dans des publications que la consommation de yaourt influe sur la santé du cerveau. Donc effectivement, dans le yaourt, en particulier le kéfir, il y a beaucoup de bactéries qui sont apparemment bénéfiques pour l'organisme. Et ça a inspiré beaucoup l'inventeur du Yakult, donc ce kéfir qui a été vendu ensuite beaucoup par la suite. Alors, quelles sont les méthodes d'étude à l'heure actuelle dont on dispose pour étudier le microbiote intestinal? On a des modèles animaux. Donc, par exemple, on a des animaux qui sont élevés dans des conditions stériles et qui sont exempts de pathogènes, qui n'ont aucune bactérie dans leur intestin. Dès le début, on les isole et ils n'ont pas de bactéries. Et ces animaux, donc, on peut tester en comparaison à des animaux qui ont des bactéries dans l'intestin, l'effet par exemple des infections ou des pathologies.
On peut également fournir à ces animaux, ou regarder les effets chez l'homme, des probiotiques. Les probiotiques, donc, ce sont des concentrés de bactéries qu'on va donner à ingérer aux personnes et regarder l'effet que ça peut avoir sur différentes pathologies, par exemple. On peut regarder les effets des antibiotiques. Là, au contraire, on va tuer les bactéries avec les antibiotiques et regarder les conséquences que ça peut avoir sur telle pathologie ou sur la santé. Plus récemment, on s'est mis à faire des transplantations fécales. Donc là, l'idée, c'est de prendre les fécès soit de souris, soit de fécès humains, et de les implanter, par exemple, à des souris, exemple de pathogènes, ou des souris normales, et regarder les conséquences sur la santé, sur différents paramètres. Donc ces modèles d'animaux, on peut donc, par exemple, prendre des animaux exempts de pathogènes et leur mettre dans l'intestin des bactéries et regarder ce qui se passe. On peut également mettre une flore humaine reconstituée chez les animaux exempts de pathogènes et regarder ce qui se passe. Je vous ai mis ici une illustration qui est tirée d'une publication qui date de 2018, qui a fait beaucoup de bruit dans les labos, parce que cette équipe a montré que le microbiote intestinal de souris qui sont élevés dans la nature, qui sont sauvages vraiment, comparé à celui de souris qui sont dans les laboratoires, n'a rien à voir. Et qu'en fait, si on prend justement des souris qui n'ont aucun pathogène, pas de bactéries dans l'intestin, et qu'on leur implante soit des bactéries venant de souris de laboratoire, soit des bactéries venant de souris élevées dans la nature, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une grande différence entre ces deux types de souris. Et les souris qui ont des bactéries issues de souris sauvages élevées dans la nature sont beaucoup plus résistantes aux infections et aux tumeurs, alors que les souris de laboratoire, qui ont malgré tout un microbiote appauvri, parce qu'elles mangent toujours des croquettes, toujours les mêmes, eh bien ces souris sont beaucoup plus sensibles aux infections et aux tumeurs. Donc ça fait beaucoup de bruit, parce que ça remet un petit peu en question notre façon d'élever les souris en laboratoire et d'inférer plein de résultats, comme si c'était un modèle idéal, alors qu'on s'aperçoit que c'est un modèle, mais il ne reproduit pas forcément la réalité de ce qui se passe dans la nature. Et donc il faut être vigilant quant aux conclusions qu'on tire avec ces modèles dans les laboratoires. Et encore plus, vous verrez, les souris qui n'ont pas du tout de pathogènes dans l'intestin, elles se comportent encore plus différemment des souris dans un milieu naturel. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour étudier le microbiote intestinal? On peut mettre en culture les bactéries et regarder ce qui pousse et les caractériser. Le problème, c'est qu'on estime qu'environ 80% du microbiote ne peut pas être cultivé dans les conditions standards de laboratoire parce que les bactéries sont la plupart anaérobies strictes. Elles ont besoin de pas avoir d'air. S'il y a de l'air, elles meurent. Et donc, dans les conditions de laboratoire, s'il y a de l'oxygène, il y a de l'air. Donc, ce n'est pas des conditions propices pour le développement de ces bactéries. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser d'autres méthodes, qui sont maintenant celles qui sont les plus utilisées classiquement pour étudier le microbiote, qui sont des méthodes de biologie moléculaire. Donc, le principe, c'est de prendre ces microbes, de faire ce qu'on appelle des PCR, des polychain reactions, amplifiées dans les ARN, et puis on séquence ensuite ces ARN et on compare ce qu'on a obtenu avec des banques de données qu'on a maintenant, et on peut de cette façon-là déterminer la composition en différentes classes de bactéries qu'on a trouvées à partir de différents prélèvements de l'intestin. Alors, ce qu'on utilise beaucoup à l'heure actuelle, c'est les ARN ribosomiques 16S, qui sont très conservés chez les bactéries et très fiables. C'est-à-dire que quand on séquence juste cette petite partie de l'ARN des bactéries, on a pratiquement d'aussi bons résultats que si on séquençait tout le génome. Donc c'est très économique et c'est ce qui est maintenant de plus en plus utilisé pour faire ce genre de camembert que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a maintenant ce qu'on appelle le Human Microbiome Project, un grand projet international pour déterminer précisément toutes les classes de bactéries qu'on a dans l'intestin et dans les différentes conditions pathologiques, etc. Donc c'est vraiment en plein développement ces études scientifiques. Alors quelles sont les fonctions du microbiote dans l'organisme? Eh bien, le microbiote influence le fonctionnement de nombreux organes, bien sûr l'intestin,
mais aussi le tissu adipeux, le tissu gras. Il intervient dans le stockage des graisses. Il intervient également sur les muscles, au niveau du métabolisme énergétique. Il intervient sur le foie, en jouant sur le métabolisme des graisses et les pathologies comme la stéatose hépatique. Il intervient sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Il peut influencer les maladies cardiovasculaires. Il intervient sur les yeux, puisqu'il va influencer la composition en gras de nos yeux, il y en a beaucoup. Il intervient également sur la bouche, pouvant induire des parodontites. Et ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est qu'il intervient également sur le cerveau, en pouvant influencer jusqu'à nos comportements, notre humeur et notre activité motrice. Alors, comment ça marche? Quelles sont les fonctions du microbiote? Eh bien, le microbiote, donc ces petites bactéries qu'on a dans l'intestin, peuvent agir sur l'immunité en nous protégeant contre des pathogènes. S'il y a beaucoup de bactéries saines présentes dans notre intestin, ça va faire un écosystème, une flore qui va occuper l'espace, qui va empêcher les mauvaises bactéries pathogènes de s'installer. Le microbiote intervient aussi dans la synthèse de vitamines, dans le développement du système immunitaire, notamment dans la prévention des allergies et dans la maladie du côlon irritable, la prévention de la maladie du côlon irritable. Il intervient également dans l'angiogenèse intestinale, c'est-à-dire la fabrication des vaisseaux sanguins qui vont irriguer votre intestin, dans le stockage des graisses, dans la fermentation des fibres alimentaires en acides gras à chaîne courte, et là encore, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, dans la modulation du système nerveux central, et on va voir comment ça marche. Alors ça, c'est un petit peu aussi une étude qui m'avait intéressée. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le cerveau, mais c'était juste pour vous montrer un mécanisme par lequel ça peut fonctionner. Comment est-ce que ces bactéries peuvent à ce point influencer les mécanismes physiologiques variés. Donc ici, ce qu'on regarde, c'est des souris, et en fait, certaines souris, vous voyez ici, ont perdu leur poil. Donc toutes ces souris-là ont des poils, mais celles-là, elles ont perdu leur poil. Et pourquoi elles ont perdu leur poil? Eh bien, c'est des souris qu'on a mis en présence d'antibiotiques, la valinomycine, et avec un régime dépourvu de biotine. La biotine est nécessaire pour la pousse des poils, et normalement, en temps normal, les bactéries en produisent. Elles synthétisent de la biotine qui est absorbée au niveau de l'intestin et qui va aller dans le sang et jusqu'au poil pour fabriquer des poils. Qu'est-ce qui se passe quand on met cette valinomycine, cet antibiotique? On détruit ces bactéries qui fabriquent normalement de la biotine. Et si en plus on enlève de l'alimentation, il n'y a plus de biotine, eh bien on déprime ces souris en biotine. En plus, les bactéries qui se mettent à pousser, elles consomment de la biotine, donc ça diminue encore plus les taux de biotine. Et du coup, il n'y a plus assez de biotine pour que les poils se forment et les souris perdent leurs poils. Donc vous voyez que c'est très indirect, mais quelque part, le fait d'enlever certaines bactéries et d'être soumis à certains médicaments ou régimes peut induire des conséquences visibles assez drastiques. Alors, quels sont les facteurs maintenant qui influencent le microbiote? Donc, je vous ai mis ici un petit peu un ensemble de facteurs, mais on va les détailler. Un facteur très important, c'est l'alimentation, mais également les horloges circadiennes, c'est-à-dire à quel moment vous prenez vos repas, est-ce que vous avez des repas réguliers. On a pu montrer par exemple que votre microbiote, il est synchrone avec vous, c'est-à-dire qu'il s'attend au moment où le repas va arriver, il est prêt à accueillir le repas et il va se mettre à produire des enzymes pour digérer, etc. Et puis il est réglé pour avoir des variations d'expression génique au même rythme que vous. Donc c'est important de prendre ces repas si possible à la même heure, comme ça vous êtes bien synchronisé avec votre microbiote intestinal. Autre facteur, donc les antibiotiques. Bien sûr, si on prend des antibiotiques, on va tuer une partie des bactéries dans notre intestin, donc on va changer l'équilibre de notre microbiote, ou d'autres médicaments qui peuvent jouer également sur les bactéries de notre intestin. Des infections peuvent, on le voit par exemple avec le Covid-19, il peut y avoir des diarrhées, il peut y avoir des problèmes intestinaux, parce que le virus va aller perturber la flore intestinale. L'inflammation, d'autres maladies, le stress, on va voir qu'il y a un facteur très important qui régule le microbiote. L'âge, en fonction de notre âge, on ne va pas avoir le même microbiote. Il y a des facteurs génétiques,
césarienne ou par voie naturelle, ça a également une influence importante sur notre microbiote. Donc on va passer. Les influences synthèse, est-ce qu'elles ont une influence sur... À ma connaissance, non, mais je ne suis pas une spécialiste, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je n'ai pas lu d'article là-dessus. Donc, premier facteur, le facteur génétique. Il y a une étude de 2015 qui a montré que les vrais jumeaux ont des microbiotes plus proches entre eux que les faux jumeaux. Donc, il semble qu'il y ait bien une influence malgré tout génétique sur la répartition du microbiote. Autre facteur, donc justement la naissance par voie basse ou par césarienne. Donc il y a cet article de 2017, vous voyez que c'est des articles tous récents, qui ont moins de 10 ans. Donc c'est vraiment une recherche qui est en plein essor et qui est en cours, toujours. Donc ce que les auteurs ont montré, c'est que quand on regarde le méconium, la répartition de bactéries dans le méconium, elle est à peu près identique chez les enfants qui sont nés par voie vaginale ou par césarienne, mais qu'en revanche, si on regarde dans le microbiote de l'enfant, donc dans les selles qu'il va éliminer au début à la naissance, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une répartition très différente des bactéries entre les enfants nés par voie naturelle et les enfants nés par césarienne. Et en fait, ce que les auteurs ont montré, c'est que les enfants qui naissent par césarienne, ils ont plus un microbiote proche du microbiote qu'on a sur la peau. Donc ils ont un microbiote proche du microbiote de la peau de leur mère, alors que les enfants qui sont nés par voie naturelle ont un microbiote proche du microbiote intestinal de la mère. Parce qu'en fait, sur le passage, ils vont attraper les microbes de leur mère. Et donc maintenant, ce qu'ils font dans les hôpitaux, c'est que les enfants qui naissent par césarienne, ils prennent un petit coton et ils mettent sur la peau du bébé et sur le bébé à la naissance du microbiote de la mère. Voilà, et ce qui est montré, la conséquence est importante parce que ce qui est montré aussi dans ce type d'études, c'est qu'à l'adolescence, les enfants qui sont nés par césarienne et donc qui ont un microbiote qui est inhabituel ont une plus grande susceptibilité à des pathologies, à des dépendances et au stress, surtout chez les garçons. C'est encore plus chez les garçons que chez les filles, mais en tout cas c'est ce qui a été montré. Autre facteur important qui modifie le microbiote intestinal, c'est le traitement aux antibiotiques. Donc quand vous prenez un antibiotique parce que vous avez une infection, que vous êtes malade, vous voulez traiter votre rhume ou votre pneumopathie, je ne sais quoi, très rapidement, vous allez dépléter également des populations de microbes de vos intestins. Donc là, c'est un traitement de 4 jours aux antibiotiques. Vous voyez que très rapidement, on diminue la quantité du nombre d'espèces présentes dans l'intestin. Et puis avec le temps, 42 jours, 180 jours, ça va se repeupler lentement. Mais ça prend du temps, donc c'est quand même pas anodin. Et donc là, c'est aussi une publication qui détaille un petit peu, qui montre qu'il y a un grand nombre d'espèces qui sont complètement perdues, qu'on ne retrouve pas. Il y a des espèces qui sont survivantes, qui, après le traitement aux antibiotiques, vont récupérer. Et il y a des espèces opportunistes qui, pendant le traitement antibiotique, vont proliférer, mais bon, après, comme les autres reprennent le dessus, elles vont retrouver leur place un peu moins importante. Et puis, il y a des espèces colonisatrices qui n'étaient pas là au début et qui vont se mettre à être présentes et rester présentes dans votre intestin. Donc, après un traitement antibiotique, vous n'êtes plus le même. Vous n'avez plus le même microbiote qu'avant un traitement antibiotique. Il y a toujours des changements qui s'opèrent. Donc ça nous verra, vu l'importance qu'a le microbiote sur le comportement et sur plein de pathologies, c'est quand même important, donc c'est pas anodin. Donc c'est vraiment important de bien réfléchir avant la prise d'antibiotiques. Donc ici c'est plus les infections qu'on va regarder. Donc quand vous prenez un antibiotique pour lutter contre une infection, par exemple la Clostridium difficile, quand vous avez une infection à Clostridium, vous avez la diarrhée, vous avez mal au ventre, vous avez des coliques, vous n'êtes vraiment pas bien, donc souvent on donne des antibiotiques. L'effet, c'est que ça diminue l'infection à Clostridium difficile pendant un temps, mais au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui récidivent. C'est-à-dire que finalement, le Clostridium va se remettre à proliférer. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes qui ont une très grande diversité de leur microbiote, qui sont là en bleu, attrapent beaucoup moins d'infections à Clostridium difficile que les personnes qui ont des microbiotes pauvres en espèces de bactéries. Et les personnes qui ont des récidives à Clostridium difficile sont souvent des personnes qui
ont un microbiote intestinal très pauvre. Et ceux qui sont intermédiaires, qui ont une infection initiale et qui ne font pas de récidive, ils ont plus de variété de microbes dans leur intestin. Donc apparemment, c'est sain d'avoir une grande variété de microbes dans votre intestin. Plus vous en avez de différents, et plus vous êtes prémunis contre ce type d'infection. L'alimentation est un facteur essentiel pour réguler le microbiote intestinal. Donc si vous avez une alimentation la plus variée possible, vous allez avoir des microbes les plus variés possibles dans votre intestin. Donc vraiment, la recommandation, c'est de prendre beaucoup de fruits et légumes, de prendre des fibres, ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est-à-dire des aliments qui vont nourrir vos bactéries, les encourager à survivre et voilà, les faire se différencier et se diviser. Les probiotiques, donc on va en parler un peu tout à l'heure, c'est absorber du kéfir ou des aliments un petit peu fermentés qui contiennent des bactéries. Et puis l'environnement est essentiel, c'est-à-dire que si vous faites du sport, si vous dormez bien, si vous mangez bien, vous allez favoriser un bon microbiote parce que vous bougez, vos intestins bougent, vous amenez du sang à vos intestins, donc vous nourrissez un petit peu tout ça. Et donc quand vous avez un bon équilibre de vos bactéries dans l'intestin, on parle de eubiose, c'est-à-dire qu'il y a une grande variété, il y a un bon équilibre, une bonne écologie de votre intestin. Alors que quand vous avez par contre une alimentation trop grasse, que vous ne consommez que des aliments ultra transformés, salés, sucrés, trop gras, etc., avec plein de substances chimiques qui vont influencer vos microbes, eh bien, vous risquez la dysbiose, c'est-à-dire un dérèglement de la répartition de vos bactéries. Et au lieu d'avoir des bactéries qui sont favorables à un bon fonctionnement de votre corps, vous allez développer des bactéries comme le Clostridium, dont on vient de parler, mais également Enterococcus ou Campylobacter, qui sont délétères pour vous, qui sont mauvaises pour vous et qui risquent de vous faire développer des maladies. On va voir qu'un stress négatif peut induire la présence de ces bactéries et également favoriser la présence de ces bactéries. Donc on va parler un peu des effets du stress sur les microbiotes. Chez le nouveau-né, d'abord, il a été montré qu'un stress chez le nouveau-né peut entraîner des douleurs viscérales, des troubles endocriniens, des problèmes immunitaires et de l'anxiété. Donc ça c'est chez la souris, le test de Lowenfield. C'est un test où on met grosso modo la souris dans un espace dégagé. Et les souris, elles n'aiment pas trop être exposées à la lumière, donc elles vont longer le bord de Lowenfield. Et plus elles sont anxieuses, plus elles vont longer ce bord, elles vont hésiter à s'aventurer dans le centre, alors que les souris qui sont moins anxieuses, elles s'aventurent dans le centre, elles sont curieuses, elles vont avoir moins peur d'aller au milieu. Donc on s'aperçoit que des nouveau-nés souris qui sont stressées, eh bien, elles sont beaucoup plus anxieuses grâce à ce test et d'autres tests également. Le stress prénatal influe également la composition du microbiome intestinal. Donc attention les femmes enceintes vraiment à respecter votre rythme, à être le plus détendu possible pour ne pas influencer votre microbiote et celui de l'enfant également. L'âge est un facteur qui influence également le microbiote. Donc vous voyez que le nouveau-né, il a un pic d'Escherichia coli et d'entérocoque, et puis après ça se stabilise avec l'âge. Avec l'âge, il y a le Clostridium qui prend de l'importance, mais il y a également des bactéroïdes qui restent stables. Enfin, il y a tout un tas de variations qui se font au cours du développement entre le nouveau-né, le nourrisson, l'adulte et les seniors. Et en fait, il a été montré que la diversité du microbiome est corrélée à une augmentation de la longévité. Donc plus vous avez une variété, une diversité dans votre microbiote, plus vous avez des chances de vivre longtemps. Et une diminution de la fragilité. Donc vous avez aussi des chances de vivre mieux si vous avez un bon microbiote bien varié dans votre intestin. Donc ça c'est une autre représentation qui montre donc les camemberts avec les différentes répartitions des différents types de bactéries. Là on arrive à lire les noms un peu mieux. Donc en rouge c'est Proteobacteria. En bleu, c'est les bactériaux bêtes,
Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail des petits noms, mais c'est juste pour montrer que la répartition n'est pas la même, par exemple, entre un nourrisson qui a été nourri au lait maternel et un nourrisson qui a été nourri au lait maternisé. Vous voyez qu'il y a des différences, des variations. Il y a des variations aussi au moment où le nourrisson va commencer à manger de l'alimentation solide. Vous voyez que par exemple, les protobactéria, elles meurent. Il n'y en a pratiquement plus. Enfin, il y en a beaucoup moins. Et à l'inverse, les bactéroïdètes vont prendre de l'ampleur, vont prendre le dessus. Vous voyez qu'un traitement aux antibiotiques change radicalement la composition du microbiote, la malnutrition également, l'obésité chez l'adulte change radicalement la composition du microbiote, et vous voyez que la personne obèse, elle reproduit, elle se remet à avoir des bactéries qui étaient présentes chez le bébé et qui normalement auraient dû disparaître. Et chez la personne âgée, vous voyez qu'il y a aussi des variations par rapport à l'adulte, avec apparition de certaines bactéries qui n'étaient pas présentes, ou peu présentes chez l'adulte. Alors vous voyez que finalement notre microbiote, c'est un écosystème, un petit peu comme une forêt où il y aurait une grande richesse de sous-bois, plein d'espèces d'arbres différentes. Et quand c'est le cas, quand il y a plein d'espèces différentes, eh bien ça va bien. Et même s'il y avait un incident comme un incendie ou voilà, disparition temporaire de certaines espèces, comme lors de la prise d'antibiotiques, eh bien si au départ il y avait une grande richesse, une grande variété, ça va avoir des chances de repousser et de retrouver un équilibre comme au départ. Si en revanche au départ il n'y avait qu'une seule espèce, il y a peu de chances, si l'antibiotique tape sur cette espèce, il y a peu de chances que ça se remette aussi rapidement. Ça va prendre plus de temps et ça va être plus compliqué. Donc c'est important d'avoir une bonne stabilité, robustesse et adaptabilité de notre microbiote pour pouvoir résister et avoir une grande résilience à des stress comme la prise d'antibiotiques ou d'autres problèmes comme les infections, etc. Et donc la capacité d'avoir cette résistance et cette résilience dépend de la richesse et de la biodiversité de notre microbiote. Donc le thérapeute, si vous allez voir un médecin parce que vous avez mal au ventre ou qu'il y a un souci, il peut jouer sur votre microbiote de différentes façons. Il peut vous donner des antibiotiques pour détruire de façon plus ou moins sélective certaines souches qui pourraient être défavorables, comme c'est le cas, on l'a vu tout à l'heure pour Clostridium difficile. Ou il peut au contraire essayer d'enrichir votre microbiote en vous donnant des probiotiques. Donc ça c'est des Quand on met pour, par exemple, comme le Clostridium difficile, par exemple, un antibiotique, ça va réellement cibler cette bactérie ou ça ciblera aussi les pucelles? Le problème, c'est que ce n'est pas toujours très spécifique, donc ça va aussi détruire d'autres bactéries. Donc on va voir qu'il y a d'autres options maintenant que l'antibiotique pour traiter ce genre d'infection. On va voir ça tout à l'heure. Donc ce que peut faire le médecin également, c'est vous prescrire des probiotiques pour ensemencer des bactéries, des nouvelles bactéries, des bonnes bactéries. Alors il y a beaucoup, vous verrez dans les pharmacies, il y a beaucoup de probiotiques qui sont en vente. Faire attention parce que, bon, je vais discuter ce point tout à l'heure, mais il y a beaucoup de probiotiques qui ne survivent même pas dans l'intestin, donc on vous les vend très cher, mais c'est pas forcément... C'est pas encore prouvé scientifiquement que c'est vraiment efficace. Donc il existe des recommandations à l'heure actuelle fondées sur la médecine basée sur les preuves. Et pour l'instant, il y a peu de souches qui sont vraiment démontrées comme étant efficaces et seulement dans certains cas, dans certaines pathologies, pas toutes. Donc on va en reparler tout à l'heure quand je vous parlerai des probiotiques. Les prébiotiques, c'est un petit peu comme si vous donniez de l'engrais à votre forêt, là, pour que ça pousse plus vite. Donc c'est la nourriture qui est optimum pour faire pousser les bactéries. Donc ça, c'est ce que vous mangez, c'est votre régime alimentaire. Il faut essayer de veiller à nourrir votre microbiote le mieux possible pour qu'il soit bien entretenu et qu'il se sente bien et que les bonnes bactéries soient sélectionnées. Les transplantations fécales, donc ce serait l'équivalent de, après destruction du microbiote, de rajouter des bouts de gazon déjà tout poussés. Hein, c'est remettre tout l'écosystème directement en place pour faire repousser le microbiote rapidement dans l'intestin. Et on va voir que ça peut marcher très bien dans certains cas. Alors, les antibiotiques. Les données qu'on a à l'heure actuelle, c'est beaucoup des données sur les souris qui sont dépourvues de germes. Donc là, c'est des souris où on a enlevé toutes les bactéries, elles n'ont plus de microbiote de tout, et on regarde ce qui se passe.
Et quand on regarde ces souris comparées à des souris qui ont des germes, qui ont un microbiote, on s'aperçoit qu'elles présentent un déficit de développement cérébral, notamment dans l'hippocampe, qui est une structure très importante pour l'apprentissage et la mémoire. Il y a des variations de BDNF, c'est un facteur de croissance, de sérotonine qui est un neurotransmetteur très important. Le stress augmente, la neurogenèse, c'est-à-dire la genèse de nouveaux neurones, diminue. Il y a des problèmes de ces souris dans des tâches cognitives. Elles ont du mal à discriminer différents patterns, par exemple, par rapport à leurs congénères qui ont un microbiote. Dans l'amygdale, qui est une structure très impliquée dans les émotions, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du nombre des épines des dendrites. Il y a un problème de rétention mnésique, donc elles ont une mauvaise mémoire dans certains tests. Si on séquence leur ADN, on voit qu'il y a des gènes qui sont uprégulés pour la myélinisation, la myéline, c'est une gaine qui entoure les axones des neurones, donc ça va changer la conduction neuronale. Elles ont des problèmes dans les tests de reconnaissance sociale, elles ont une sociabilité diminuée et elles ont plus de troubles obsessionnels compulsifs que leurs congénères qui ont un microbiote. Ça augmente également le risque d'autisme, surtout chez les mâles, plus que chez les femelles. Ça augmente leur douleur viscérale. Elles ont des arborisations dendritiques dans le periapical gray, c'est une structure très impliquée dans la douleur. Et elles ont moins d'arborisation de leur dendrite des neurones dans le cortex singulaire antérieur. Et elles présentent une neuroinflammation. Donc vous voyez que c'est pas sain de ne pas avoir du tout de microbes dans notre organisme. On a vraiment besoin de ces microbiotes. Si on l'a pas, on s'expose à des troubles, vraiment. Donc ça prouve vraiment le rôle important du microbiote. Et donc quand on prend les antibiotiques et qu'on détruit cette flore intestinale, il faut essayer de faire en sorte qu'elle se régénère parce que c'est pas bon pour la santé. Alors comment faire pour qu'elle se régénère? On peut utiliser les prébiotiques, donc ces aliments qui favorisent le développement d'une flore intestinale appropriée, le biose, qu'on a vu tout à l'heure. Donc qu'est-ce que c'est des aliments appropriés? C'est plutôt favoriser le lait maternel plutôt que de les materniser, parce que le lait maternel contient des sucres particuliers qui sont bien digérés par le microbiote, des polyphénols, des acides gras non saturés, des polyinsaturés qui sont favorables au développement des bonnes bactéries. Et sinon, un régime le plus varié possible, et le régime méditerranéen, on a de la chance, nous, dans la région, parce que c'est un bon régime, vraiment très efficace pour développer un bon microbiote. Donc un régime à base d'huile d'olive, de fruits et légumes, vous connaissez le régime méditerranéen. C'est peu de viande, un peu de poisson, voilà, beaucoup de fibres. Donc ça, les bactéries aiment bien. Donc je vous ai remis là Elie Metchnikoff qui a eu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1908 pour la reconnaissance de ses travaux sur l'immunité et qui a obtenu une grande notoriété parce qu'il a fait des études sur les probiotiques. Il a montré que certaines bactéries qui produisent de l'acide lactique, comme dans le lait caillé et le yaourt et dans le kéfir, peuvent servir à améliorer la vie et à prolonger la durée de vie. Il a fait quelques études là-dessus. C'est un peu un précurseur de l'utilisation des probiotiques. Donc on va parler maintenant de ces probiotiques. Donc je vous ai dit tout à l'heure, les souris qui n'ont pas de pathogènes, si on leur donne des probiotiques, par exemple du bifidus, leur anxiété diminue, ça a un effet antidépresseur, ça augmente leur cognition et ça diminue leur stress. Donc on réverse les effets négatifs qu'on a vu tout à l'heure quand les souris n'ont pas de microbiote. Si on leur donne des probiotiques, elles vont ensemencer ces bonnes bactéries dans leur intestin et tout d'un coup, elles vont beaucoup mieux. Mais il faut faire attention parce qu'une fois de plus, il faut être vigilant. On ne peut pas forcément transposer ce qu'on observe chez la souris à l'homme. En effet, il y a des études qui ont montré qu'une bactérie très efficace chez la souris, c'est le Bifidobacterium longum, mais il n'a aucun effet chez l'homme. Donc c'est vraiment espèce dépendant. C'est-à-dire que les bactéries qui sont bonnes pour les souris ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et toutes les études qu'on fait chez la souris sont intéressantes parce qu'elles permettent de mieux comprendre l'interaction entre le microbiote, le cerveau, etc. Mais on ne pourra pas forcément transposer l'utilisation de telle bactérie de la souris à l'homme. Il faut juste être vigilant. Chez l'homme, pour l'instant,
selon la médecine basée sur des preuves, selon des essais randomisés, vraiment faits de façon sérieuse. Les seules souches qu'on a vraiment pu démontrer avoir un effet ultra-levure, le Saccharomyces boulardii, et le Lactobacillus GG. Donc il y a deux souches qui ont été montrées efficaces dans les troubles digestifs liés aux antibiotiques, en prévention et en traitement, dans Clostridium difficile, justement, dans les diarrhées aiguës chez le nourrisson et l'enfant, dans les maladies de l'intestin irritable et dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Ça, c'est vraiment les situations à niveau de preuve qu'on connaît à l'heure actuelle. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de données scientifiques et il faut se méfier quand on vous dit prenez des probiotiques. C'est pas évident que ce soit efficace. Et puis, ça peut même être dangereux parce que quand vous prenez des probiotiques, quelque part, vous déréglez votre microbiote, vous changez la composition de votre microbiote, et donc, qui sait ce que ça va faire? On n'a pas trop de recul là-dessus, on ne sait pas. Donc, c'est peut-être plus efficace, en tout cas moins risqué, de prendre des prébiotiques, c'est-à-dire d'encourager un bon équilibre de votre microbiote de façon naturelle, plutôt que de forcer la présence de telle ou telle bactérie dans votre microbiote plutôt que d'autres. Alors, les transplantations fécales, c'est quelque chose qui se fait depuis peu. Vous voyez là, en 2013, il y a eu une publication qui montre que dans la fameuse infection récidivante de la Clostridium difficile, une transplantation fécale prévient, dans 90% des cas, la rechute, alors que les antibiotiques ne font pas aussi bien. Vous voyez que là, guérison sans rechute, avec les antibiotiques, vous avez 40% de guérison sans rechute. Donc il y a beaucoup de rechutes avec des antibiotiques qui ciblent plus ou moins le Clostridium. En revanche, si vous faites des transplantations fécales, vous avez 80 à 90% de réussite. Donc c'est beaucoup plus efficace, ça marche très bien. Donc ça, c'est une application pour laquelle on utilise maintenant de façon assez régulière les transplantations fécales. Donc concrètement, on prend des PCS, on les traite en laboratoire, on en extrait les bactéries et on réinjecte ces bactéries chez l'accepteur. Il faut que le donneur n'ait pas de problème particulier. En particulier, il y a des exemples où le donneur était obèse et la personne est devenue obèse. Il vaut mieux éviter. Voilà, il faut s'arranger pour que la personne qui est donneur n'ait pas un problème majeur. Mais sinon, ça marche assez bien. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir les interactions entre le microbiote intestinal et le cerveau. Alors, le premier indice qui montre qu'il y a des interactions, c'est que dans la maladie du côlon irritable, qui est une maladie de l'intestin, on observe des troubles cognitifs et des troubles de mémoire visuelle et spatiale. Donc, vous avez mal au ventre, vous avez un trouble de l'intestin, et là ça influe des tâches cognitives donc, qui utilisent votre cerveau. Donc, ça, c'est le premier indice que l'intestin va influencer le cerveau. Et il y a également beaucoup de corrélations qui ont été trouvées entre une altération du microbiote intestinal et un certain nombre de pathologies du cerveau, notamment des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, les récupérations aux accidents vasculaires cérébraux et aux traumas, des maladies neurodéveloppementales comme l'autisme et les troubles de l'attention et l'hyperactivité, la sclérose multiple, des troubles de l'humeur comme l'anxiété et la dépression. Notamment dans la dépression, on peut voir qu'il y a une diminution de la diversité du microbiote et que si on fait un transfert de microbiote de rats dépressifs à des rats qui ne sont pas dépressifs au départ, ils deviennent dépressifs. Donc on peut vraiment induire une dépression à partir d'un microbiote déréglé. Et j'ai mis également l'obésité, l'anorexie et le diabète de type 2. Vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment des pathologies du cerveau? Eh bien oui. Parce que dans ces pathologies, c'est montré maintenant que les circuits qui gouvernent la prise alimentaire sont déréglés. Ils ne fonctionnent pas de façon normale, donc du coup les gens ne perçoivent plus la satiété, ou ont toujours faim, ou ils ont des comportements alimentaires qui sont dirigés par leur cerveau et qui sont altérés. Et le microbiote intestinal va agir sur ces réseaux neuronaux. Donc il faut faire attention que, bien évidemment, le fait qu'il y ait une corrélation entre un dérèglement du microbiote et ces pathologies ne veut pas dire que c'est la cause, qu'il y a une causalité, mais néanmoins, il y a de plus en plus d'études
qui montrent qu'il y a vraiment un lien, par exemple en faisant des transplantations fécales et en montrant qu'on peut restaurer un équilibre en apportant le bon microbiote. Donc je vais vous donner quelques exemples parmi ceux-là. Les accidents vasculaires cérébraux, par exemple, ça c'est une étude faite chez la souris qui montre que les antibiotiques, dans un modèle d'ischémie cérébrale, donc d'accident vasculaire cérébral chez la souris, ont des effets plutôt favorables pour le coup, puisqu'il est montré que le microbiote intestinal des souris stimule normalement leur système immunitaire. Vous voyez que le microbiote dans l'intestin va inhiber des cellules T et ça va stimuler la production d'interleukine 10 qui, lorsqu'il y a un accident vasculaire cérébral, va provoquer une inflammation, une réaction inflammatoire après l'accident vasculaire cérébral qui empire la situation. Et dans cette publication de 2016, il montre que si on donne des antibiotiques aux souris avant de leur faire l'accident vasculaire cérébral qui est provoqué artificiellement, eh bien, elles récupèrent plus vite après la lésion. Donc, dans ce cas, les bactéries ont plutôt un effet délétère dans ce modèle-là. Autre exemple, les maladies auto-immunes. Donc là, on sait maintenant que le microbiote intestinal pourrait jouer un rôle important dans les maladies immunitaires. Il y a une inflammation chronique, par exemple la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie où les articulations ne peuvent plus fonctionner correctement, les gens deviennent plus ou moins paralysés, et une maladie chronique qui affecte également voilà, c'est juste pour dire que la spondylarthrite, c'est une maladie chronique qui affecte les articulations et la colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'on sait maintenant du fonctionnement, comment est-ce que ça marche? Mais on sait que le microbiote intestinal, on a vu qu'il est influencé par les antibiotiques, les probiotiques, la consommation d'aliments, etc. Ce microbiote, quand il est déréglé, il y a des bactéries qui vont se mettre à produire des molécules comme le lipopolysaccharide, LPS, qui sont extrêmement inflammatoires. Et donc ça provoque une petite inflammation localement dans l'intestin et ça peut même rendre l'intestin perméable. C'est-à-dire que la barrière intestinale n'est plus imperméable, et donc il va y avoir des passages de ces molécules dans le sang. Et ces molécules, elles sont extrêmement inflammatoires, donc elles vont stimuler des lymphocytes comme le Ph17 qui vont provoquer la libération d'interleukines comme l'interleukine 17 qui sont très inflammatoires. Et ça va aller dans le sang, et ça va aller dans les tissus, et ça va provoquer une inflammation des tissus. Il y a également possibilité de stimulation de lymphocytes B, de production d'anticorps qui vont aller attaquer le foie, les antigènes du foie. Donc ça, c'est des maladies auto-immunes. Donc ça peut avoir vraiment des conséquences sur pas mal de pathologies. Et donc vous voyez que le mécanisme, c'est assez indirect, mais si on favorise la prolifération de ces bactéries qui produisent ces facteurs inflammatoires, on s'expose à des inflammations périphériques. Alors l'obésité, je vous en parlais tout à l'heure, il y a pas mal d'études maintenant qui ont été faites qui montrent que si on prend le microbiote de souris obèses et qu'on le met dans l'intestin de souris saines, eh bien les souris deviennent obèses. Et si on prend le microbiote de souris mince et qu'on le met dans des souris qui n'ont pas de microbiote au départ, elles restent minces. Si on fait la même expérience en mettant du microbiote de personnes obèses humaines aux souris, elles deviennent aussi obèses. Et à l'inverse, si on prend le microbiote d'une personne mince et qu'on le met à une souris saine, elle reste mince. Donc, c'est vraiment assez incroyable. Au début, quand les chercheurs ont vu ça, ils étaient vraiment surpris et ils ont essayé de comprendre comment ça se passe. En fait, ce qu'on constate, c'est que le microbiote des personnes obèses est beaucoup moins diversifié et qu'il contient de plus des bactéries dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont produire du LPS, des substances qui vont créer ce qu'on appelle une inflammation de bas grade dans l'intestin. Ce n'est pas une inflammation comme vous avez quand vous avez la grippe, mais une petite inflammation en permanence. Et cette inflammation va avoir des conséquences sur votre cerveau et sur les réseaux qui gouvernent la prise alimentaire. Donc l'ingestion d'aliments riches en lipides, en plus, modifie le microbiote. Donc après, il y a une espèce de cercle vicieux qui va
s'instaurer, parce que quand vous êtes gouverné par vos microbiotes déréglés, là, qui produisent du LPS, là, vous avez envie de manger gras, vous avez envie de manger sucré, vous avez envie de continuer, si vous voulez, vos pathogènes, donc vous êtes l'hôte, vont gouverner votre comportement, vous inciter à manger ce qu'elles ont envie de manger, donc du gras. Et du coup, vous allez entretenir ce microbiote inapproprié qui va produire ce lipopolysaccharide qui va affecter le foie, le tissu adipeux, le cerveau, les muscles et aggraver la situation. En plus, ces bactéries augmentent la perméabilité intestinale, donc ça augmente le passage de lipopolysaccharide, ce qui va favoriser la micro-inflammation, l'insulinorésistance et la stéatose hépatique. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, puisque vous avez toute cette série d'événements et en plus vous allez agir au niveau du cerveau pour continuer à consommer ces aliments-là. Il y a maintenant des publications également concernant l'autisme, où on a pu s'apercevoir que chez les enfants autistes, la répartition dans l'intestin des microbes n'est pas la même. Comme vous pouvez le voir sur cette figure qui est extraite d'une publication de 2013, les enfants autistes ont un microbiote moins riche, en particulier ils ont moins c'est des carrés rouges par rapport au carré bleu, donc on est dans le négatif, ils ont moins de ces trois bactéries, et ils ont un peu plus de celles-là. Et en fait, ces trois bactéries sont importantes pour dégrader les carbohydrates, donc les sucres, et pour la fermentation. Donc il y a probablement des troubles dus à ce mauvais équilibre. Ils ont de plus souvent un syndrome du côlon irritable, et il semblerait que la prise de probiotiques puisse améliorer leurs symptômes. Donc maintenant, c'est vraiment une piste de recherche pour essayer de régler le régime alimentaire des enfants autistes le mieux possible, pour qu'ils aient un microbiote intestinal le plus approprié pour s'opposer à leur trouble. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était préférable de donner plutôt pour le biote des prébiotiques que des probiotiques. Oui, je suis d'accord. Moi, je ne suis pas médecin, je constate juste qu'il y a des études où les gens ont donné des probiotiques à des enfants autistes et où ils ont vu des améliorations. Maintenant, il faudrait regarder la publication, c'est certains probiotiques, voilà, pour voir les effets ne sont pas non plus énormes, mais ils sont significatifs. Donc c'est une piste qui est à l'étude. Alors, il y a également des effets du microbiote sur les troubles nerveux, par exemple l'anxiété et la dépression. Je vous ai dit tout à l'heure, chez les personnes dépressives, souvent le microbiote intestinal est moins varié. Comment ça marche? Eh bien, là encore, le microbiote intestinal, quand il est déréglé, il va pouvoir induire une fragilité de la perméabilité de la barrière intestinale, et encore passage de molécules, et ces molécules peuvent aller agir sur les cellules immunes. Donc, ça va provoquer la fabrication de molécules comme le tryptophane, qui peut jouer sur certains neurotransmetteurs du cerveau et influencer le fonctionnement du cerveau. Ça peut jouer également sur la production de cytokines pro-inflammatoires, et on sait maintenant que dans le cerveau, il y a des récepteurs aux cytokines produites par le système immunitaire. Il y a vraiment des interactions directes qui peuvent se faire entre les facteurs inflammatoires qui se retrouvent dans le sang, peuvent aller agir sur le cerveau et modifier nos comportements. Donc, voilà, quand vous avez un stress, une infection, des antibiotiques ou un régime alimentaire inapproprié, vous vous exposez à un dérèglement de votre microbiote qui peut avoir des influences sur vos comportements, notamment vous rendre plus anxieux ou vous rendre dépressif. J'ai mis l'effet bénéfique du jeûne avec un point d'interrogation. Il y a plusieurs études récentes qui montrent qu'un jeûne intermittent pourrait améliorer l'état dépressif des patients en jouant sur leur microbiote, justement. Il ne faut pas non plus exagérer dans le jeûne, parce que si on fait un jeûne prolongé, on va tuer tout notre microbiote. Parce que si on leur donne rien à manger à ces bactéries, au bout d'un moment, elles meurent. Donc si vous faites des jeûnes longue durée, il faut faire très attention au moment de la reprise alimentaire à bien ensemencer votre intestin. Donc, faites très attention à la reprise alimentaire progressive et en prenant, si possible, des aliments qui ont les bonnes bactéries. C'est pas évident à déterminer. Donc, j'ai appris récemment que
les bouddhistes, qui font des jeûnes assez souvent, dans le cadre de leur religion, ils lèvent leur jeûne tous les 2 jours et demi pour nourrir les bactéries. Ils redonnent un peu à manger à leurs bactéries pour pas qu'elles soient mortes, et hop, ça repart. Ils repartent sur le jeûne, et comme ça, ils font des séquences pour garder leur microbiote intact. Donc comment ça marche pour résumer cette communication entre le microbiote intestinal et le cerveau? Donc vous avez d'abord toutes ces bactéries qui sont capables de libérer des molécules qui peuvent être directement des neurotransmetteurs, qui peuvent influencer la production de cytokines par le système immunitaire, donc des molécules qui peuvent être inflammatoires ou anti-inflammatoires. Ça peut également influencer la production d'hormones, donc ça c'est comment le microbiote agit sur le cerveau. Donc il peut y avoir une voie nerveuse agissant sur voilà, les nerfs vagues par exemple qui innerve le côlon et qui monte jusqu'au cerveau. Une voie par le sang, la voie humorale, il y a des substances qui peuvent être libérées dans le sang et qui vont aller vers votre cerveau et agir au niveau du cerveau. Une voie cellulaire par l'immunité. Une voie des métabolites. Par exemple, le tryptophane, une molécule qui est précurseur de plusieurs neurotransmetteurs dans le cerveau, qui peut être produite par les bactéries, et des molécules neuroactives directement produites par les bactéries qui peuvent interférer avec le fonctionnement du cerveau. Dans l'autre sens, le cerveau peut agir sur l'intestin en libérant, par exemple, des molécules comme l'adrénaline, le cortisol, le cortisol, qui sont des hormones inflammatoires, des hormones de stress, qui influencent aussi le système immunitaire et les muscles, et qui vont pouvoir donc indirectement agir sur les bactéries. Et donc, on a 2 conditions, la condition saine et la condition pathologique. En condition saine, si tout va bien, vous avez normalement un microbiote qui est très diversifié et bien équilibré, qui est anti-inflammatoire et qui normalement préserve la barrière intestinale et empêche le passage de micro-organismes et de molécules comme les polysaccharides. Et du coup, votre système immunitaire est au repos avec des T-rex et l'intensité qui vont inhiber grosso modo l'inflammation, qui vont faire que tout se tient tranquille et qu'il n'y a pas d'inflammation au niveau du cerveau, il y a une bonne tolérance au niveau des tissus périphériques. Quand vous avez des conditions pathologiques, à l'inverse, vous avez certaines bactéries qui vont proliférer, prenant le dessus sur les autres, et vous diminuez la diversité des microbes, vous avez des espèces pro-inflammatoires qui vont apparaître, et la barrière intestinale n'est plus aussi étanche, vous pouvez avoir une translocation de bactéries qui va se retrouver dans les tissus et dans le sang, et qui va provoquer une cascade d'effets au niveau du système immunitaire, notamment stimulation de CTH17 qui provoque la libération d'interleukine 17 qui est très inflammatoire. Les T-rex qui normalement calment le jeu vont être inhibés et les lymphocytes B vont se mettre à produire des anticorps. Et la conséquence au niveau des tissus, c'est une inflammation qui peut se traduire sur des effets au niveau des articulations, des yeux et du cerveau, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui. Donc en résumé, il est préférable d'avoir un microbiote intestinal bien équilibré, de façon à avoir un intestin en bon état et bien protecteur et anti-inflammatoire, puisque dès qu'on a trop de stress ou qu'on a un dérèglement de notre microbiote intestinal, eh bien, il y a une inflammation locale qui peut se propager jusqu'au cerveau pour modifier nos comportements et nous rendre anxieux, dépressifs, obèses, etc. Alors, je voudrais également aborder avec vous la perspective de l'évolution, parce que finalement, on a évolué depuis notre apparition avec ces microbes, ils étaient là avant nous. Et pour se propager, ils ont besoin d'influencer nos comportements. On est leurs hôtes, donc ils influent sur nos comportements pour induire des comportements sociaux, par exemple, pour permettre la propagation. Donc on le voit, par exemple, avec le Covid-19, quand vous êtes nombreux dans une pièce, il va bien se propager, il est content. Et si vous vous séparez les uns des autres, si vous vous confinez, ça stoppe la propagation. C'est pareil pour votre microbiote. Donc, comment se fait cette coévolution hôte-microbiote? Déjà, est-ce qu'il y a une coévolution?
Donc, on observe des phénomènes de convergence, c'est-à-dire que des espèces qui ont le même régime alimentaire, par exemple les herbivores, eh bien, ils ont souvent dans leurs intestins des bactéries similaires qui appartiennent au même grand groupe taxonomique, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que ça se ressemble, on a des microbiotes. Ces bactéries sont utiles pour nous. Par exemple, certaines bactéries nous protègent contre des maladies en stimulant notre système immunitaire. Par exemple, les bactéroïdes et le Clostridium favorisent la différenciation de lymphocytes en T-régulateurs. Donc, il y a vraiment un effet permanent des bactéries qu'on a dans l'intestin pour agir sur notre système immunitaire et le réguler. Donc, vous voyez que finalement, avoir un microbiote intestinal le plus riche possible, donc une biodiversité de notre microbiote intestinal, c'est utile à la santé. C'est un peu le microcosme et le macrocosme. On a envie sur Terre aussi de ne pas perdre toute cette biodiversité parce qu'elle est utile à notre survie. Et c'est pareil pour notre intestin, on a vraiment besoin d'avoir une grande biodiversité pour notre survie et pour un fonctionnement harmonieux de notre santé. On a vu que ce microbiote a de nombreuses fonctions, qu'il est influencé par l'environnement et la versatilité de ce microbiote. Il n'est pas stable dans le temps, il peut vraiment en permanence changer. On a vu que plus il y a de richesse et de diversité, plus il y a de résistance et de résilience de ce microbiote. Et que lorsque ce microbiote est déréglé, donc il y a dysbiose, on tombe dans d'autres états qui souvent sont pathogènes et induisent des cercles vicieux, et c'est compliqué de s'en sortir une fois qu'on est rentré dans ces cercles vicieux. Donc en conclusion, on a vu que le microbiote est influencé par de nombreux facteurs. Donc il y a des prédispositions génétiques, on a parlé du stress, on a parlé du régime alimentaire, des antibiotiques, des expériences de la petite enfance et de la naissance. Et puis, on a vu également que le microbiote a des effets potentiels importants sur l'organisme. On a vu qu'il y avait vraiment un axe d'interaction entre cerveau et intestin qui va dans les deux sens. Que le microbiote peut influencer les fonctions de la barrière intestinale jusqu'à la rendre perméable alors qu'elle ne devrait pas. Et que le microbiote est capable de stimuler notre système immunitaire dans un sens ou dans un autre, plutôt pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire. Et on a vu également que le microbiote peut jouer sur la motilité et les sensations gastro-intestinales en jouant sur les muscles lisses de notre intestin, par exemple. Donc, vous voyez que, j'espère que je vous ai démontré qu'on ne peut plus étudier maintenant un organe isolé des autres, que tout est lié dans notre organisme. On parle vraiment d'axe cerveau, cœur, intestin maintenant. On sait qu'il y a des neurones, pas seulement dans notre cerveau, on sait qu'il y a des neurones aussi au niveau du cœur, qui sont très importants pour la régulation de la fonction cardiaque. Et il y a énormément de neurones également dans l'intestin qui vont réguler le péristaltisme, les mouvements de l'intestin pour favoriser l'avancée du bol intestinal. Et donc tous ces neurones, ils communiquent entre eux, directement ou indirectement, pour former un grand axe cœur, corps, cerveau. Et les Chinois l'avaient bien compris, parce que selon eux, il y a trois tantien, le tantien supérieur qui correspondrait au cerveau, le tantien médian qui correspondrait au cœur, et le tantien inférieur qui pour eux est essentiel. Donc pour toutes les disciplines, tai chi et qigong, à la fin on met la main sur le tantien inférieur. Donc on essaie de préserver au maximum notre microbiote, de lui envoyer de l'énergie, etc. Donc c'est important de garder ça présent à l'esprit, qu'on forme un tout, notre corps c'est un tout, et il ne faut pas négliger aucune des parties, et en particulier nos petites bactéries là, qui nous accompagnent depuis notre naissance. Il faut les aider à bien fonctionner et collaborer avec elles, puisqu'elles sont très utiles à notre survie et à notre bon fonctionnement. Donc pour essayer, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre microbiote à bien fonctionner? Eh bien, moi pendant 5-6 ans au laboratoire, j'ai étudié les bienfaits chez la souris de l'environnement enrichi. Donc qu'est-ce que c'était cet environnement enrichi? On a comparé des souris qui sont élevées dans des cages où elles n'ont rien à faire. Elles sont seules, ou 2 ou 3 dans une cage, elles vont juste boire et à manger. Et des souris qui sont dans une espèce de luna park, avec plein de jouets, elles sont plus nombreuses dans les cages, elles peuvent s'amuser, elles peuvent
être stimulé socialement, mais aussi cognitivement par des textures, des couleurs, etc. Et donc on a comparé leur cerveau et on s'est aperçu que les souris élevées en environnement enrichi ont un cerveau beaucoup plus développé, avec plus de connexions cérébrales, plus de neurogénèse, elles sont plus intelligentes, elles sont moins anxieuses, moins dépressives, et elles attrapent beaucoup moins de pathologies. Elles attrapent moins de cancer, si on leur injecte des métastases, elles ne développent pas de cancer. Si on les vaccine, elles sont beaucoup plus résistantes pendant longtemps, enfin, le vaccin est efficace pendant beaucoup plus longtemps. Donc, visiblement, l'environnement enrichi présente de nombreux avantages. Donc, qu'est-ce que ce serait l'environnement enrichi chez l'homme? Eh bien, c'est une alimentation saine et équilibrée pour favoriser un bon microbiote intestinal, comme on a vu aujourd'hui. Également des activités physiques qui vont provoquer une bonne oxygénation de vos tissus, qui vont entretenir vos artères et votre cœur. Des activités plus calmes également, qui peuvent être plus spirituelles, comme la méditation, le yoga, le qigong, le tai chi, la sophrologie, etc. Dans la plupart de ces types d'activités, vous rentrez dans une respiration particulière qui s'appelle la respiration en cohérence cardiaque, donc 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, qui provoque dans votre organisme une synchronisation des rythmes cardiaques, respiratoires, des rythmes également cérébraux, etc. Et donc ça semble être efficace pour améliorer la santé également. J'ai mis le jardinage. C'est pas seulement le fait qu'on soit en extérieur, au soleil, et qu'on se sente bien avec la nature, mais c'est aussi qu'en jardinant, on va inspirer certaines bactéries qui peuvent être bénéfiques pour nous, et ça a été montré dans une publication assez amusante qu'on inspire une bactérie qui est antidépressive. Donc, ça me fait du bien. Les interactions sociales, la psychologie positive, la gratitude, la bienveillance, etc., le rire, l'amour, bien sûr, l'humour. Tout ça peut être vraiment bénéfique pour la santé. Et les activités, bien sûr, cognitives et artistiques, le jeu, la lecture, la parole. Et le respect de nos rythmes biologiques, donc également un bon sommeil est essentiel pour éliminer les déchets dans le cerveau et des rythmes réguliers pour également que votre microbiote adopte lui aussi votre même rythme. Voilà, donc j'ai un peu décrit ces aspects d'environnement enrichi dans un livre qui est paru cette année, et j'en ai quelques exemplaires, donc si ça vous intéresse, je serais ravie de vous en vendre et de les signer. Et avant de vous quitter, on va répondre à vos questions plutôt, je voulais vous signaler que je recherche des volontaires pour une petite expérience scientifique qui aura lieu la semaine prochaine et la semaine d'après, et peut-être encore la suivante, à Nice, sur le campus de Saint-Jean-d'Angély, au Cocolab. Et donc, s'il y en a qui sont niçois ou qui connaissent des niçois qui seraient intéressés de faire une petite expérience, ça dure 1 heure. J'ai des petites fiches explicatives pour ceux que ça intéresse et ça me rendrait bien service. C'est pas payé, hein, c'est juste sur la base du volontariat. Mais ça nous rendrait bien service pour surtout pour mon étudiant de master qui aimerait bien que son projet avance le plus vite possible. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Il y en a. Bon, sachant que je ne suis pas une experte, je ne pourrais peut-être pas répondre à tout. Oui, j'ai une question sur un peu le vocabulaire. Le mot information, le mot modèle et le mot preuve. Je m'explique par exemple, si vous faites des modèles mathématiques, la preuve c'est un théorème. Là, je n'ai pas bien vu ce qu'est les notions de modèle et les conclusions. Alors, en biologie, on parle de modèle biologique quand on utilise un animal en général plus simple que nous pour étudier un phénomène physiologique. Donc là, c'est la souris, le modèle c'est la souris. Ce n'est pas le même sens qu'on peut avoir dans la vie. Et le mot inflammation, il est très général. Alors, le mot inflammation, oui, ça recouvre grosso modo une stimulation de certains types cellulaires dans le système immunitaire qui vont se mettre à relarguer des molécules pro-inflammatoires qui vont provoquer des rougeurs, ce que vous pouvez connaître de l'inflammation, des grattements, des vasodilatations,
libération de l'histamine, des conséquences visibles en général. Donc ça touche pas l'aspect, dans votre ADN, l'aspect négatif. Si vous retrouvez, vous avez une inflammation, je peux le traiter. Ça dépend, parce que quand vous vous coupez, par exemple, vous êtes content que votre peau ait une réaction inflammatoire pour lutter contre les bactéries qui sont dans votre peau et pour guérir plus vite. L'inflammation, c'est un phénomène physiologique utile. Le problème, c'est quand elle dure trop longtemps, quand on n'arrive plus à la calmer, souvent il y a des réactions de cercle vicieux qui s'instaurent. Donc une inflammation, si elle dure juste la durée voulue, pour lutter contre le pathogène ou pour résoudre une plaie, c'est très bien. Mais si elle s'installe dans le temps et qu'elle dure en permanence, même quand le pathogène a disparu ou même quand la cause initiale qui avait provoqué l'inflammation n'est plus là, ça peut devenir handicapant. Parce que vous avez en permanence ce système inflammatoire qui... Et du coup, comme il est surstimulé et il peut être moins réactif pour de bonnes causes. Il est pris dans cette inflammation et peut-être qu'il va plus aussi bien réagir à une attaque où il devrait normalement être actif. Bon, je ne suis pas immunologiste, hein, mais... Voilà. L'histoire des césariennes et des voies basses. Oui. Et bien c'est le fait de passer... oui, c'est au moment où l'enfant passe à proximité du rectum et au passage, il attrape plein de bactéries sur sa peau et probablement il en avale et du coup, il va réveiller son intestin avec ce microbiote de la mère. Alors que si on l'ouvre de manière stérile dans un bloc opératoire, en plus où tout est stérile, il va juste rentrer en contact avec la peau de la mère, donc il va attraper les microbes de la peau et peupler son intestin avec ces microbes-là. Et maintenant, systématiquement, les badigeonnes Dans la plupart des hôpitaux, ils font ça, ils prennent un peu de microbes au niveau du rectum et ils badigeonnent la peau de l'enfant pour qu'il s'imprègne du microbiote de sa mère. Et vous disiez que le microbiote du rectum, c'est pas forcément le meilleur, parce que normalement c'est... Si, c'est le même, tout le long de l'intestin, ce que je vous ai montré, la propagation des bactéries, c'est les mêmes. Par contre, le microbiote de votre bouche est différent parce que ça passe par l'estomac et donc là, il y a plein de sucs gastriques acides qui vont tuer plein de bactéries et donc ça change la réaction. Mais il y a des cas où le microbiote intestinal est proche de celui de la bouche, en général, c'est pas bon signe. C'est une pathologie de l'estomac ou quelque chose. Est-ce que vous pensez des probiotiques en cachette? Comme je vous l'ai montré, il y a certaines applications où ça fonctionne bien, c'est prouvé scientifiquement. Par exemple, si vous avez de la diarrhée, prenez de l'ultra-dur, si vous prenez des antibiotiques, prenez de l'ultra-dur et des lactobacillus pour repeupler votre flore intestinale. Mais il y a beaucoup de cas où rien n'est prouvé scientifiquement. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Donc, plutôt de prudence. Donc prudence, et il y a beaucoup d'intérêts commerciaux et de... C'est très cher. C'est très cher et la preuve, alors après, à part l'effet placebo, qui peut-être déjà pas mal, vous avez l'impression que vous allez mieux, ça fait du bien quand même, mais par rapport à prendre du riz ou de l'orichi, c'est peut-être pas efficace. Vous mieux les prendre le soir ou le matin Alors, bonne Il y a des question. gens qui font par exemple le soir. Donc ça agisse pendant la nuit. Je ne sais pas, à mon avis, vos intestins vont être au repos, donc il n'y a pas beaucoup de migration qui va se faire sur les différents niveaux intestinaux. Moi, je les prendrais plutôt pendant le repas, intuitivement, mais je n'ai pas de données scientifiques pour répondre à votre question. Pour ce qui est des médicaments, le fait qu'on vous les prescrive à jeun souvent a un rationnel. Le rationnel est que la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique le matin à jeun est plus grande. Donc les médicaments vont aller plus facilement atteindre le cerveau que si vous venez de manger. Mais pour les probiotiques, je n'ai pas posé la question. Moi je les prendrai en même temps que le repas, parce que comme ça elles ont plus à manger, les bactéries, en même temps que vous les prenez, donc elles vont proliférer plus. Mais je n'ai pas de preuve scientifique, c'est juste une réponse personnelle de mon sens. Oui, c'est à propos de l'ultralevure. Longtemps, avec les antibiotiques, elle était associée. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc finalement, ça reprend, puisque pendant tout un temps, c'était abandonné? Les médecins n'y pensent pas forcément, mais moi je le conseillerais fortement, parce que
quand même va contrebalancer la perte due aux antibiotiques, ou en tout cas à la fin du traitement pour réamorcer le peuplement de votre... Parce que pendant le traitement, peut-être que les antibiotiques vont les tuer, donc ça va peut-être pas servir à grand chose, mais après le traitement, ça va permettre de... Et quand on a des examens d'endoscopie, on vide en quelque sorte les intestins. Est-ce qu'on perd logiquement une partie? Ah oui, quand vous jeûnez ou quand à chaque fois que vous allez au collège, vous en perdez une partie, mais elle prolifère en permanence. Donc vous allez, voilà, elles vont se remultiplier dès que vous mangez. L'important est qu'il y ait un bon équilibre. Après, elles se reproduisent. On parle de patrimoine aussi qui reste dans l'intestin. Est-ce que justement on n'en détruit pas une partie? On boit un liquide qui est censé nettoyer. Ah, c'est pas évident, mais il faut toujours regarder la balance des risques. Si vous avez un cancer du côlon, vous mourrez de toute façon, donc peut-être qu'il vaut mieux perdre quelques bactéries et pas s'exposer à un cancer du côlon pour la prévention et la médecine. Intestin grêle pourrait beaucoup moins coloniser que le gros intestin d'après le copie que j'ai vu. Oui, sauf qu'au niveau du gros intestin, la plupart des bactéries sont déjà mortes en fait. Enfin, vous les éliminez. Donc c'est quand même au niveau de l'intestin grêle qu'il se passe les plus d'échanges et les plus vivants. Ouais. Enfin, pas de... Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, il me semble que oui, que c'est l'endroit où il y a plus de réabsorption, de nutriments et plus de réactions sur place. Bonne question, comment savoir si notre microbiote est bien équilibré? Est-ce qu'une analyse suffit? Alors oui, on peut faire une analyse, comme je vous ai montré, on peut cloner, regarder toute la répartition des bactéries dans l'intestin, ça coûte cher, ça se fait en laboratoire. On peut simplement se dire, tiens, je mange bien, je digère bien, j'ai pas mal au ventre, tout va bien. Si vous n'avez pas microbiote, c'est pas mal au ventre. Ça, c'est l'idéal. Je veux dire, on a tous des moments où on sent que notre intestin ne fonctionne pas correctement, qu'on est plus... Tous non, tout va bien. Ouais, on n'a pas toujours l'intestin. Ouais. Eh bien, je pense que chacun est différent, il faut apprendre à se connaître et à observer ce qui est bon pour nous et aussi pour nos bactéries, quels aliments nous conviennent le mieux, éviter ceux qui nous conviennent moins, et voilà, c'est d'ajuster notre régime alimentaire au mieux en observant, tiens, quel jour j'ai eu mal au ventre, qu'est-ce que j'ai mangé, Oui, ça c'est sûr. Voilà, simplement le bon sens. Mais uniquement sur ce point-là, on va dire un régime alimentaire, ou voilà, je suppose que puisque vous dites que c'est très cher, c'est des analyses qui doivent être réservées pour des maladies qui sont... oui, elles sont. Je ne pense pas que le médecin vous prescrive une analyse de votre microbiote, sauf si vous avez une maladie de Crohn, voilà, des symptômes vraiment importants. Si vous souhaitez le faire, je pense que c'est faisable quand même en payant. Merci. Tout à l'heure, vous disiez que les bactéries, la flore brésilienne, elle était détruite par les sucs gastriques dans le ventre. Du coup, la forme que revêt la prise de probiotiques, si c'est caché, etc., elle est importante en fait, je suppose, parce qu'en fait, ils vont être détruits. Oui, c'est pour ça que c'est souvent l'ultra-levure et dans une capsule, une gélule. Ouais. Donc la gélule, elle s'ouvre plus loin, quoi. Donc elle passe. Je pense que les probiotiques qui sont en sachet, qui sont dedans, justement, ils sont déjà dissous, en fait, dilués. Et donc je me dis, dans les sucs gastriques, ils sont... Oui, après, les probiotiques dont je vous ai parlé, ultra-levure et lactobacillus, qui sont démontrés scientifiquement comme ayant des effets, ils résistent justement. Voilà, c'est un micro-organisme qui résiste. Mais beaucoup de ceux qu'on vend, apparemment, n'atteignent même pas l'intestin, donc c'est vraiment qu'il faut. Ils sont détruits en fait. Ah oui, quand ils disent qu'il faut avoir 9, je vous vends une formule, il y a 9 micro-organismes dedans, l'autre il y en a 5. Attendons les preuves scientifiques. Lactobacillus, c'est dans le yaourt? Oui, il y en a dans le yaourt. Yaourt des deux vaches et de chèvre. Il faut faire attention aussi parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'encouragement à prendre ces maximales, etc., comme beaucoup de lactobacillus. Il faut savoir que même, alors ça diffère d'une espèce à l'autre, je vous ai dit tout à l'heure, mais chez les poulets,
cette même bactérie fait engraisser les poulies. On lui donne beaucoup de cette bactérie pour la faire grossir. Donc voilà, je donne juste l'information, méfiance, faut pas trop. L'important c'est d'avoir un microbiote vraiment équilibré, pas de bourrer avec une seule bactérie et qu'elle envahisse tout votre intestin et au détriment des autres. C'est vraiment important de respecter toujours l'équilibre. D'autant plus que je crois que les produits laitiers, c'est pas marqué yaourt. Vous n'avez pas les produits en fait, ils sont pas marqués yaourt dessus, ils sont juste pas. On va les pour voir les crédits. Oui, je voulais savoir s'il y avait des études faites sur un régime végétarien, carnivore, ou pas sur la viande du. Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça a dû être fait, mais j'ai pas lu les articles, donc je peux pas vous répondre. Mais c'est sûr que le régime alimentaire végétarien ou carné ou autre influe la répartition des bactéries, ça c'est certain. Parce que sur moi, par exemple, je suis passée végétarienne, c'est par un an et demi. Oui. Bon, je fais beaucoup de yoga, beaucoup de méditation, beaucoup de cohérence cardiaque, et je vois que sur mon état de santé, ça a eu un. Oui, bah, pareil pour moi, c'est dans la même situation. Enfin, Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, la viande contient beaucoup de toxines, beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de saleté, parce que la façon dont sont élevés les animaux maintenant est terrible. Les animaux sont dans les élevages intensifs, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de consommation d'antibiotiques, ils ne mangent pas bien, donc nous on absorbe tout ça. Et notre microbiote est impacté, forcément, les antibiotiques de la bestiole, elles arrivent directement dans l'intestin et ça va. Donc déjà ça, si on supprime ça, c'est déjà fantastique. Et ce qui est connu, c'est que les consommateurs de viande souvent sont plus agressifs, où il y a des hormones de stress. Voilà, au niveau. Voilà, donc ça peut vraiment impacter énormément. Moi je sais sur moi, et je fais de temps en temps le jeûne quotidien. Où je mange. Je je mange pendant 8 heures et 12 heures, je mange. Oui, là, si vous reposez vos intestins. Mais dès que je sens, comme disait tout à l'heure madame, avec le maman sang, moi je sais comment. Enfin, je m'écoute beaucoup et quand je sens qu'il y a un moment, il faut que je fasse une pause, c'est ce que je fais. Et très bien. Être à l'écoute, hein, pareil, plus on est à l'écoute de son corps, on a les instincts. Ça va venir alors. Je dis vraiment, mais oui, plus on est à l'écoute de ce qu'on observe simplement tout ce qui se passe, et puis on peut ajuster et optimiser le régime alimentaire et notre façon de vivre. Oui, madame. Voilà. Moi, je vais apporter un témoignage. Je suis bénévole auprès d'un petit garçon qui a des problèmes autistiques. Et les parents ont changé complètement le régime alimentaire de cet enfant et nous avons pu remarquer effectivement un changement extraordinaire. Voilà. Oui, non, mais je vous remercie c'est pour ce vraiment témoignage. très efficace. Alors peut-être pas dans tous les troubles autistiques, il faut faire attention, mais en tout cas chez les enfants autistes qui ont des perturbations de leur microbiote, ça peut vraiment faire la différence. Et au laboratoire où je travaille, à l'IPMC, l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, il y a un groupe qui travaille là-dessus sur une des substances qui est libérée par certaines bactéries qui s'appelle le pétrésol, et qui est également présent dans l'environnement, qu'on peut absorber dans certains aliments. Et ils ont montré que chez les souris qu'on nourrit avec ce pétrésol, elles ont un comportement asocial. Elles vont beaucoup moins essayer d'interagir entre elles. Et que quand on regarde leur microbiote, il est transformé. Et si on prend ce microbiote transformé par le pétrésol et qu'on le met à des souris qui étaient normales, elles deviennent asociales aussi. Donc il y a des substances sûrement dans notre environnement ou dans notre alimentation qui peuvent, en changeant notre microbiote, changer nos comportements et dans le cas de l'autisme, qui pourraient avoir un rôle. Mais c'est en cours d'études, c'est un peu préliminaire pour pouvoir. Voilà, c'était un témoignage. Merci beaucoup. C'est quel genre de choses qui s'est passé? Madame, Oui, est-ce qu'on a étudié l'interaction des pesticides avec le microbiote? Oui, il y a des études qui sont en cours, en particulier. Au revoir et merci. Au revoir. Le groupe de Barbara Domenech à Paris travaille beaucoup sur les perturbateurs endocriniens et il y a des répercussions bien sûr au niveau du microbiote. Mais personnellement, je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas beaucoup exploré cet aspect.
Mais oui, il commence à y avoir des études faites, bien sûr. Parce que moi, j'avais assisté à une conférence au sujet du chlordécone qu'il y a beaucoup en Martinique, et ils expliquaient qu'en fait, le chlordécone provoquait, comme vous l'avez expliqué, une ouverture des cellules intestinales. Oui. Mais finalement, c'est ce que vous avez expliqué aussi de la même manière. Et là, c'était lié à un dérèglement du microbiote. Pour répondre à votre propre question, oui, les perturbateurs endocriniens peuvent influencer la barrière intestinale, et oui, très probablement. De même que toutes les molécules chimiques qu'on absorbe dans l'alimentation ultra transformée, ou voilà. On est en train de découvrir notre environnement, on en subit les conséquences, donc à nous d'être vigilants et en tant que consommateurs d'orienter notre consommation vers des aliments sains et d'obliger les industriels à revenir vers une alimentation plus saine.